Françaises, Français. Comme vous le savez, un professeur d'histoire-géographie, Samuel Paty, a été décapité à Conflans-Sainte-Honorine dans les Yvelines dans l'après-midi du 16 octobre 2020. L'assassin présumé, un jeune musulman d'origine tchétchène, a été abattu par la police. Je présente, en mon nom comme au nom de l'UPR, toutes mes condoléances effrayées et ma compassion aux proches de la victime. Il s'agit d'un crime atroce qu'aucune cause ne saurait justifier. Je renouvelle aussi toute ma sympathie à l'ensemble du corps professoral et aussi aux forces de l'ordre qui exercent les uns et les autres leur métier dans des conditions de plus en plus difficiles du fait de la déliquescence de l'autorité de l'État. Nous avons vu les réactions d'Emmanuel Macron, des membres de son gouvernement, des parlementaires et des opposants contrôlés. Toutes ces réactions ont été bien entendu empreintes d'émotion. Tous y sont allés de proclamations martiales. Tous ont vanté les valeurs de la République et de la liberté d'expression. Tous ont dénoncé l'islamisme. Tous ont affirmé que cette tragédie est inacceptable. Certains ont vanté la fermeté et la détermination de Macron et de son gouvernement. D'autres en ont critiqué au contraire l'immobilisme et l'inefficacité. Mais qui pense sérieusement, en son âme et conscience, que cette nouvelle tragédie sera la dernière? Au-delà des réactions à chaud, sous le coup de l'émotion et de l'indignation, cette horreur doit amener les Français à réfléchir. Pourquoi y a-t-il tant de combattants islamistes en France? Ils ne sont quand même pas tombés du ciel. Il y a 30 ans, il n'y en avait pas. Que s'est-il donc passé? Ce qui s'est passé est en définitive simple à comprendre. Elle tient dans deux grandes raisons. La première grande raison, c'est que la France ne maîtrise plus ses frontières. Jusqu'à quand Macron? Jusqu'à quand tous les dirigeants européistes? Jusqu'à quand tous les médias vont-ils cacher aux Français que ce sont les traités européens depuis le traité de Maastricht de 1992 qui empêchent la France d'exercer son contrôle aux frontières? Je renvoie ici toutes celles et tous ceux qui m'écoutent et qui veulent bien réfléchir et non pas répéter ce qu'ils entendent. Je les convie à aller lire le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, chapitre 2, consacré aux politiques relatives au contrôle aux frontières, à l'asile et à l'immigration. Dans son article 78, ce traité explique « L'Union développe une politique commune en matière d'asile, de protection subsidiaire et de protection temporaire visant à offrir un statut approprié à tout ressortissant d'un pays tiers nécessitant une protection internationale et à assurer le respect du principe de non-refoulement. » Assurer le principe de non-refoulement lorsque des prétendus réfugiés arrivent aux frontières de l'Union européenne. Et ceci, précise le traité, doit être conforme à la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et au protocole du 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés. Et puis il y a un deuxième article qui est pertinent pour le sujet que nous traitons, c'est l'article 77 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, dont l'alinéa 1 précise « L'Union européenne développe une politique visant à assurer l'absence de tout contrôle des personnes, quelle que soit leur nationalité, lorsqu'elles franchissent les frontières intérieures de l'Union européenne. » Assure l'absence de tout contrôle. Alors, il faut comprendre ce qui s'est passé. Il s'agit d'un jeune tchétchène qui est arrivé avec sa famille en 2008. Les deux articles dont je viens de parler font référence au traité de Maastricht de 1992. Ils ont été précisés
par ce que l'on appelle le règlement de Dublin de 2003, il y a donc 17 ans, qui a pour objectif, je le cite, d'établir une politique d'asile européenne commune censée permettre une harmonisation du traitement des demandes d'asile dans tous les États membres. Ce système a eu une conséquence très concrète depuis l'entrée de 10 nouveaux États membres en 2004 aux frontières de l'Europe. Désormais, les frontières orientales de l'Union européenne sont l'Estonie, la Lituanie, la Lettonie, la Pologne, la Slovaquie, la Slovénie et la Hongrie. Le résultat, c'est qu'une bonne partie des migrants demandeurs d'asile venus par l'Est passent d'abord par ces pays, qui se trouvent donc responsables de leur demande d'asile. C'est principalement le cas des Tchétchènes qui transitent massivement et essentiellement par la Pologne. Un reportage de Radio France Internationale du début de cette année a d'ailleurs bien montré que ce sont l'Union européenne et l'espace Schengen qui sont les responsables numéro 1 de la filière tchétchène. C'est parce que la France appartient à ces deux structures qu'elle est incapable de filtrer les entrées sur le territoire national. Eh bien cela, il faut l'expliquer tout autour de soi, même et surtout si cela offusque les européistes qui refusent de regarder la réalité en face. Ainsi donc, lorsque Macron prend des airs de mauvais tragédien pour rendre hommage aux professeurs assassinés en disant « ils ne passeront pas, ILS », eh bien il ment effrontément aux Français. ILS, ils continueront à passer, comme ils sont déjà passés, puisque nous remettons la décision d'entrée de réfugiés sur le sol français venus de l'Est aux autorités polonaises. Or, deux raisons poussent la Pologne à ne pas refuser l'afflux de réfugiés du Caucase. La première raison, c'est que l'Union européenne est en très mauvais termes avec la Russie et qu'elle considère quasiment par principe que n'importe qui venant de Russie, y compris venant du Caucase, des Tchétchènes, nécessite une protection internationale et comme le pose la Convention de Genève du 28 juillet 1951 auquel le traité fait référence, je le disais tout à l'heure, eh bien la Pologne doit assurer le principe de non-refoulement. Deuxième raison, la Pologne sait parfaitement que les ressortissants russes qui entrent dans l'Union européenne avec le statut de réfugiés ne vont pas s'installer en Pologne, mais que leur destination finale, c'est l'Europe de l'Ouest, et c'est tout spécialement la France. Jusqu'à quand Macron? Jusqu'à quand tous les dirigeants européistes? Jusqu'à quand les médias vont-ils donc cacher cette mécanique terrifiante qui fait que si la France reste dans l'Union européenne, notre pays va continuer à être l'une des principales destinations de tous les réfugiés, notamment venus du Caucase, et encore plus depuis que les Britanniques ont mis le holà à cette mécanique en sortant de l'Union européenne. Est-ce que Macron, est-ce que les dirigeants, est-ce que les médias ne voient pas que cette mécanique terrifiante ne peut nous conduire qu'à la guerre civile? En conclusion, je dirais, et tout le monde est au courant, tout le monde le voit, qu'un vent mauvais, un vent très mauvais, un vent terrifiant s'est mis à souffler sur la France. L'abominable décapitation d'un professeur d'histoire-géographie par un islamiste n'est hélas que la énième tragédie d'un pays qui s'effondre et qui tombe en morceaux à une vitesse effrayante. Cette situation est devenue tellement irrespirable qu'elle exige désormais des actes et des décisions que seul le peuple français est légitime à trancher. Nous aurons, au cours des mois qui viennent, et jusqu'à l'élection présidentielle de 2022, l'occasion, même si tous les médias oblitéreront ce que je dis et nous analysent, nous aurons l'occasion de présenter aux Français tout ce qu'il faut faire pour retrouver la France. Mais la toute première décision à prendre, et moi je ne fais pas des mots, je ne fais pas du bavardage, je ne fais pas des discours, moi je propose des actes et des actions. La toute première décision à prendre, c'est d'organiser maintenant,
je dis bien maintenant, dans les 2 mois qui viennent, un référendum. Plutôt que de dénoncer l'islamisme d'un air martial et de bavarder dans le vide sur la République et la liberté d'expression, Emmanuel Macron doit enfin se rappeler qu'il n'est pas le roi de France, qu'il n'est jamais que le mandataire du peuple français, qu'il doit obéir lui aussi, et il doit obéir au peuple français, il doit demander par référendum aux Français si, oui ou non, ils veulent sortir de Schengen et quelle est la politique migratoire qu'ils veulent. Certains diront que tiens, c'est nouveau dans la bouche d'Asselineau. C'est un mensonge. L'UPR propose ce référendum depuis 8 ans. Je l'avais intégré dans mon programme présidentiel de 2017. Il faut maintenant l'organiser en urgence, car il en va désormais du maintien de la paix civile dans notre pays. Vive la République, vive la France.